Bonsoir et bienvenue dans cette édition. Dans l'actualité du mardi 18 février, quelle solution pour la jeunesse en perdition? L'association de quartier d'Outoumoro tire la sonnette d'alarme et réclame des mesures concrètes de la part des autorités du pays et de la commune. C'est un fléau qui détruit des vies. Au Fénois, 7% des femmes ont déjà subi une agression sexuelle avant l'âge de 15 ans, contre 4% en métropole. Comment se reconstruire après avoir été abusé sexuellement? Vous entendrez le témoignage poignant de victimes dans ce journal. 2 jours après l'inauguration du terminal de croisière Te Anuanua, des prestataires se sont vus refuser l'accès au nouveau bâtiment qui accueillait pour l'occasion plus de 2000 passagers arrivés ce matin à bord des paquebots Viking, Neptune et La Boulette. Le célèbre prestidigitateur et véritable star de la télévision, Kamel le magicien, débarque pour la toute première fois à Tahiti. Ce vendredi 21 et le samedi 22, il sera sur la scène du Grand Théâtre de la Maison de la Culture, mais ce soir, il est notre invité. Et enfin, l'inquiétude des artisans face à la pénurie de matières premières, et notamment le pain auré, élément phare de la vannerie, indispensable à la confection de chapeaux, de paniers ou encore de tapis, une rareté qui fait grimper les prix sur le marché local. On débute ce journal avec cette interrogation. Comment occuper les jeunes de Outoumoro? Depuis l'annonce des travaux de rénovation des abribus par le ministre Jordi Chan, la population de ce quartier prioritaire attend du gouvernement des mesures concrètes en faveur de la jeunesse. Le reportage de Inacio Raveino et Sandroli. Octobre 2013, Outoumoro a été le théâtre d'un infanticide sordide. Un père a égorgé sa fille de 15 ans. 12 ans plus tard, violence et drogue règnent encore sur ce quartier. Vaitiare nous confie l'addiction de ses proches à la méthamphétamine. Dans mon foyer, avec mon tanier, lui d'abord, j'ai pu l'en sortir de ça parce qu'il a compris, ainsi que certains de mes garçons, par conseil, sont sortis de ce fléau. D'autres, par conseil, mais qui n'ont pas pu tenir ces conseils. Des conseils, les seules armes dont disposent ces riverains pour amener un peu de quiétude dans cette zone réputée, entre autres, pour la vente de drogue. Un commerce qui a pignon sur rue. Il faut qu'ils vendent le cannabis et tout. Il n'y a que ça pour vivre, quoi. Alors que il y a tout ça, les ventes, les ourous et tout. Mais qu'est-ce que tu veux que c'est comme ça. Résignés, pas tous. L'association Paruruya Outoumoro, aidée par la Fédération des associations de lutte contre les drogues, arpente les ruelles de ce quartier pour rencontrer les riverains désireux d'améliorer leur qualité de vie. C'est le fléau qu'il y a ici à Outoumoro depuis 20 ans. C'est-à-dire le pacalolo, l'ice, l'alcool abusif, les attouchements, tout ça, quoi. Ça, il faut arrêter ça. Moi, je suis né ici, j'ai grandi ici, j'ai jamais vécu ça dans ma vie. Il y a déjà des parents qui travaillent comme ça dans l'ombre ici, qui voient les jeunes, qui ont ramené des jeunes à la réalité, qui ne sont plus dedans. Et je remercie ces parents-là. Je remercie carrément ces parents-là qui sont là, qui font bouger les choses sur Outoumoro. Toi, il y a déjà un petit aperçu qui a commencé sur Outoumoro. Semons cette graine-là. Des parents qui font de leur sécurité une priorité, mais la mauvaise réputation d'Outoumoro a tendance à être assez tenace. C'est un fléau qui continue de détruire des vies. Je veux parler de l'inceste. En Polynésie, 7% des femmes ont déjà subi une agression sexuelle avant l'âge de 15 ans. Comment se reconstruire en tant que personne après de tels actes? Quelles solutions s'offrent aux victimes d'inceste? 2 jeunes femmes ont livré leur témoignage à Mélissa Chang. Ce sourire à son enfant, comme une thérapie pour cicatriser des horreurs de l'inceste qu'elle a subies à l'âge de 9 ans. Isabelle se souvient encore des 6 longs mois à supporter silence et violence. J'ai eu honte, mais parce qu'on m'a fait honte, c'est-à-dire que c'est à moi qu'on a fait porter cette responsabilité. Donc, c'est moi qui devais avoir honte de ce que j'ai dit. J'ai été rejetée aussi. Donc, moi, il faut savoir que quand ça s'est su, on m'a rossé. Et ce jour-là, j'ai vraiment cru que j'allais mourir parce que c'était même plus de la correction, c'était de l'acharnement. On n'a pas cherché à comprendre si j'avais raison et tout, c'est juste, je montais, quoi.
Retirée de sa famille et placée en foyer d'accueil, elle peine à se construire une identité, perd confiance en elle comme en tout être humain. Aujourd'hui, elle veut sensibiliser son fils de 10 ans sur ce problème insidieux de notre société. Ça a été la première personne à qui j'en ai parlé après avoir guéri. Et c'était important pour moi qu'il sache d'où je viens, mais aussi qu'il sache que ça existe. Parce qu'on est des femmes, mais je n'oublie pas en fait les hommes qui ont vécu ça, c'est réel, les hommes aussi le vivent. Elles ne se quittent plus depuis leur séjour au centre d'accueil pour victimes. Kahaya a elle aussi été abusée, de ses 7 ans à ses 14 ans. Encore une fois, on nous dit il faut en parler. Oui, il faut en parler, c'est vrai, il faut en parler. Mais une enfant de 6-7 ans, elle ne sait pas ce que c'est. Je ne savais pas. Moi, mon agresseur, il m'a dit il ne faut pas en parler, sinon je peux aller en prison. Comment c'est possible qu'une jeune fille qui vient de subir des attouchements pendant plusieurs années, on lui demande encore de faire un examen gynécologique? L'agresseur vit toujours en liberté. L'agresseur, il aura son procès 1 ou 2 ans plus tard. Mais nous, en attendant, on aura passé 1 ou 2 ans au foyer. Oui, j'ai été victime d'inceste. Oui, je me suis reconstruite. Mais ce n'est pas moi qui dois avoir honte. Pour que leur voix puisse servir à d'autres, les 2 jeunes femmes se rendent régulièrement au centre d'accueil pour encourager les victimes à mettre fin au tabou de l'inceste. Le secteur de la croisière a toujours le vent en poupe, malgré un léger recul, moins 2,5% au mois de décembre 2024. Ce matin, 2 paquebots, le Viking Neptune et la Bolette, ont accosté avec au total plus de 2000 passagers. Problème, certains prestataires se sont vus refuser l'accès au nouveau terminal de croisière qui a été inauguré dimanche. On fait le point avec Raihei Nadjarian et Patrick Sinsing. Vendre ses tours de l'île dans la rue, une situation inconcevable pour ces prestataires touristiques. Tôt ce matin, ils se sont installés devant le nouveau terminal de croisière, mais les agents de sécurité leur ont demandé de quitter les lieux. Aujourd'hui, nous avons l'autorisation de Tahiti Tourisme et lorsqu'on les a appelés ce matin, ils nous ont dit que c'est le port autonome avec qui nous devons le voir. Et ils nous ont dit qu'on ne pouvait pas se mettre à l'intérieur. Avec 2 paquebots à quai, près de 2000 passagers sont descendus pour visiter Tahiti. Malgré un emplacement non professionnel selon les prestataires, les touristes arrivent en masse. Ce n'est pas un problème pour venir ici, il faut juste traverser la route. L'emplacement est parfait juste à côté du terminal. C'est super, surtout lorsque tu prends de l'âge. Le port autonome, propriétaire du terminal, l'assure, l'espace dédié au ramassage des touristes est réservé aux prestataires affiliés aux compagnies de croisière. Une redevance est également demandée par le port pour occuper les lieux. Une conférence sur l'intelligence artificielle était organisée dans l'amphithéâtre de l'école de commerce de Papeete aujourd'hui. Organisée par la Fédération générale du commerce, le MEDEF et la CCISM, 93 représentants d'entreprises ont répondu présents pour tout connaître sur cet nouvel outil pour le développement des entreprises. On écoute Kei Reye, interrogée par Sandroli. L'intelligence artificielle permet de vraiment se concentrer sur des tâches chronophages, des tâches qu'on va avoir du mal à finir, par exemple, ou qui prennent beaucoup de temps. Et l'idée, c'est vraiment d'intégrer l'intelligence artificielle dans votre entreprise avec ces tâches chronophages pour pouvoir se concentrer sur l'humain. La gestion des mails, la gestion du service après-vente, ça peut être aussi des dossiers, des résumés, des comptes rendus, mais tout ce qui demande du travail administratif, de façon administrative, c'est l'intelligence artificielle qui va pouvoir vous aider là-dedans. Dans l'actualité en France, Citroën demande à 236 900 clients de ne plus rouler en C3 et en DS3, le temps que soit changé leur airbag Takata susceptible de causer de graves blessures. Le modèle aurait déjà provoqué 18 décès, notamment en Outre-mer, où le climat dégraderait plus vite un de leurs composants. Les détails avec Manon Oustine. Des voitures à l'arrêt forcé dans toute la France. Près de 240 000 véhicules de la marque Citroën, immatriculés entre 2008 et 2013, sont rappelés. Désormais, les rappels concernent tout le pays. Le responsable, l'airbag de sécurité de la marque Takata. Avec le temps, il se détériore et peut projeter des pièces métalliques au visage du conducteur. C'était en août-septembre 2022. Il est en train de faire visiter la Guadeloupe à sa copine. C'est ce qui est arrivé à Tristan Guérin, 26 ans.
En mai 2023, il percute à faible allure un véhicule. L'airbag de sa Citroën C3 d'occasion en parfait état se déclenche. Tristan meurt sur le coup. Il y a quelques mois, sa famille était encore en colère. Ni le choc, ni la violence du choc, ni la vitesse, etc., qui ont causé la mort de Tristan, on sait que c'est un morceau métallique qu'on a retrouvé dans son cerveau. Aujourd'hui, les propriétaires de C3 et DS3 sont priés de ne plus rouler avant le remplacement de la pièce chez le constructeur. Normalement, le rappel est automatique. Vous recevez un courrier quand il y a un problème. Mais malheureusement, quelquefois, quand il y a une revente du véhicule, c'est là où le constructeur perd la trace du nouveau propriétaire. Au moins 12 décès ont déjà été causés par ces airbags en France. Plusieurs plaintes ont été déposées pour mise en danger de la vie d'autrui et pratiques commerciales douteuses. Au Fénois, le concessionnaire aurait déjà pris contact avec les propriétaires des modèles concernés pour procéder au remplacement des airbags défectueux. Le célèbre prestidigitateur et véritable star du petit écran Kamel le magicien est arrivé lundi au Fénois pour la toute première fois. Ce vendredi 21 et samedi 22 février, il sera sur la scène du Grand Théâtre de la Maison de la Culture pour son spectacle Crois en tes rêves. Mais avant cela, il nous fait l'honneur d'être parmi nous ce soir. Bonsoir Kamel. Yorana, James, vous allez bien? Yorana, très bien, merci. C'est la première fois que vous venez en Polynésie. Quelle a été votre réaction en arrivant à l'aéroport? Que pensez-vous du Fénois? Je suis super content d'être ici. J'ai eu un super bel accueil. C'est la première fois à Tahiti. J'ai la chance de jouer mon spectacle justement ce week-end. Donc c'est que du bonheur. Crois en tes rêves, c'est le nom de votre spectacle. Comment comptez-vous faire rêver les Polynésiens? Avant de les faire, je compte les faire rêver à travers un spectacle d'une heure et demie. C'est un spectacle familial où il y a de la magie, mais pas que de la magie. Il y a aussi beaucoup d'humour. Je raconte mon histoire, qui était de croire en mon rêve de devenir magicien. Et comme je disais, c'est un spectacle familial, c'est vraiment un spectacle de 7 à 77 ans. Il y aura de la magie, bien évidemment. Il y aura de la grande illusion, il y aura du mentalisme. Vous savez ce que c'est le mentalisme, James? Oui, un petit peu, oui. Voilà, l'idée, c'est d'essayer de lire dans les pensées des gens. Donc tout à l'heure, on va essayer de tenter une expérience ensemble. Donc voilà, donc c'est un spectacle assez original et c'est la raison pour laquelle il faut venir ce week-end. Vous êtes pionnier en France dans ce que l'on appelle la street magie. Qu'est-ce que c'est la street magie? C'est vrai, j'ai cette chance d'avoir importé en France la street magie. La street magie, tout simplement, c'est d'aller dans la rue et faire des tours de magie aux gens qu'on croise avec les objets de la vie de tous les jours. Donc ça peut être un feu rouge, un distributeur de boissons. L'idée, c'était de transporter comme ça, de transporter la magie qu'on a pour habitude de voir sur scène, mais dans la rue. Et c'est ce qu'on appelle la street magie. Vous parlez de votre histoire. Comment ça s'est passé pour vous? À quel âge et quelle a été la réaction de vos parents lorsque vous avez annoncé que vous souhaitez être magicien? Moi, j'ai commencé la magie à l'âge de 11 ans. Et au début, c'était simplement une passion. Et de fil en aiguille, comme ça, parallèlement à mes études, parce que j'ai un cursus scolaire assez normal, on va dire, j'ai toujours fait de la magie, jusqu'à un jour me dire pourquoi pas en faire mon métier. Et c'est vrai que du point de vue de mes parents, ils n'ont jamais pris ça au sérieux. Pour eux, c'est pas un véritable métier de devenir magicien. On ne peut pas vivre de ça. Ce qui est faux, bien évidemment. J'aurais prouvé aujourd'hui que c'était le cas. Mais même aujourd'hui, ils pensent que ce n'est pas un vrai métier. À chaque fois, ils me disent, mais quand est-ce que tu vas trouver un vrai métier? Vous avez commencé avec des cartes, c'est ça? Entre autres, ouais, parce que c'est un objet qu'on trouve assez facilement. Et avec un simple jeu de cartes, on peut faire des milliers de tours de magie. Donc c'est vrai qu'on commence, nous, souvent, les magiciens, avec des jeux de cartes. Pour vous, la magie, c'est quoi? C'est d'impressionner les autres, de les surprendre ou de vous faire plaisir avant tout? Non, comme je dis, j'ai la chance de faire le plus beau métier du monde. Je vends du rêve aux gens. Donc moi, mon but, c'est de faire rêver les gens, de les transporter dans un autre univers où ce qui est impossible devient impossible. Donc voilà. Alors je vais vous proposer de nous faire rêver. Ok, on tente quelque chose ensemble? C'est parti. Très bien. Avant de commencer, James, on est d'accord qu'on n'est pas complices? Non, du tout. Non, très bien. Donc l'idée est la suivante, je vais tenter de lire dans vos pensées. James, je vais vous demander de vous concentrer sur une personne qui vous est chère, une personne qui est en vie ou une personne qui n'est plus de ce monde. Vous avez la personne en tête? Ça y est. Très très bien. Ce qu'on va faire, je vais simplement vous demander dans votre tête d'épeler le prénom de cette personne. Dans votre tête, au moment où je vais vous donner un top. Et quand vous aurez fini d'épeler, vous me direz top à votre tour. Ok, James? C'est parti. Top. Vous me dites top. Ça y est, top. C'est bon? Ok, très bien. Cette personne est encore en vie? Oui. Très bien. C'est quelqu'un qui vous a vu grandir? Non. Non. C'est que vous avez vu grandir ou... Oui, oui. Oui, très très bien. C'est quelqu'un de proche dans votre famille? Oui. Un membre de votre famille. Ne me dites rien.
est-ce que vous pouvez me dire pour la première fois à voix haute à qui vous pensiez? À mon petit garçon. Qui s'appelle Ramayere. Ramayere. Très bien. Ramayere. Oui. En fait, je vous ai posé plein de questions et j'ai inscrit plusieurs lettres. Je ne sais pas si c'est la bonne orthographe. Ramayere. Mais c'est ce qui m'est venu en tête. J'ai inscrit plusieurs lettres qui forment Ramayere. C'est comme ça que je l'ai, moi, dans ma tête. Merci beaucoup. Parfois, les gens les applaudissent, mais pas toujours. Je suis très impressionné. Mais c'est extraordinaire ce que je viens de faire. Ça va pas ou quoi, James? Dans votre tête, simplement, j'ai comme ça inscrit. Voilà. Ça, c'est ce qu'on appelle le mentalisme. C'est une des branches de la magie. Et dans mon spectacle, il y aura de la grande illusion, il y aura du close-up. C'est un spectacle assez interactif. Donc vraiment, venez nombreux en famille. On va beaucoup rigoler. Un dernier mot pour ceux qui nous regardent. Bah voilà, comme je le disais, il faut venir. Je vais faire beaucoup participer les gens. Donc les gens vont monter sur scène. Je vais aller dans la salle. C'est vraiment un spectacle interactif. Et quoi dire de plus que j'ai cette chance d'être là grâce à Sonia Aline, que je remercie, que j'embrasse, qui fait venir plein d'artistes. Donc voilà, on a la chance d'être à Tahiti, dans une belle île française. Merci Kamel. C'est moi, James. Une dernière chose. Je vais disparaître. Au revoir. Voilà, merci à notre invité Kamel le magicien d'avoir été parmi nous ce soir. Enfin là, il a disparu. À quelques jours de l'ouverture du salon Terrara vendredi à l'Assemblée, les artisans tirent la sonnette d'alarme face à la pénurie de paoré en provenance de Rurutu. Rimatara continue d'alimenter le marché, mais avec des prix qui ont considérablement augmenté. Les explications de Chiquita Teiba et Mirko Wanfo. Le paoré victime de son succès. En Polynésie, près de 400 artisans originaires des Australes vivent de la vannerie artisanale. Ginette prépare avec son association une exposition à l'Assemblée, mais la matière première se raréfie. Elle tire la sonnette d'alarme. Rurutu, avant, c'était une île où le paoré appartenait, on peut dire, au Rurutu. Et le tressage appartient au Rurutu à l'époque. Et aujourd'hui, eux-mêmes n'arrivent plus à s'approvisionner en paoré, et ils commandent tous leur paoré à Rimatara, la plupart. Si les mamas arrivent encore à exposer fièrement leur savoir-faire chaque année, c'est bien grâce aux fournisseurs de l'île de Rimatara, où le rouleau de feuilles de pandanus se vend à prix d'or. C'était 1000 francs, 1500, le plus cher 2000. Tu as vu aujourd'hui, il y en a qui vendent à 5000, il y en a même qui vendent à 7000, j'ai vu. Rimatara est la seule île à perpétuer encore les traditions et la culture du Fara. Le fameux pandanus dont les feuilles, une fois séchées, sont si prisées. Mais là aussi, les intempéries menacent les plantations. Lorsqu'il y a des pluies, il y a des fortes pluies et puis que ça dure dans le temps, le pandanus, au fait, tout lit. D'où la cause, en fait, la raison en fait, pour laquelle on ne répond pas à la demande. Pour trouver une solution à la filière, le service de l'artisanat envisage un projet pilote qui, on l'espère, sortira de terre en fin d'année. Le souhait est d'avoir une structure qui permettrait en fait de sécher le paoré indépendamment des intempéries. C'est effectivement un concept qu'on va implanter à Rimatara, sûrement d'ici la fin d'année, et qui va nous permettre de tester ce système-là pour voir si ça permet de sécher le paoré et si derrière on peut toujours le travailler facilement. Mais en attendant, ce que souhaitent les associations de Rurutu installées à Tahiti, c'est d'encourager les jeunes à régénérer les plantations de pandanus et à s'investir dans cet héritage ancestral. C'est la fin de cette édition. Avant de nous quitter, je vous en rappelle l'information principale. Le secteur de la croisière a toujours le vent en poupe, avec un léger recul, malgré un léger recul de 2,5% au mois de décembre dernier. Ce matin, 2 paquebots avec un total de plus de 2000 passagers sont arrivés à Papeete. Problème, certains prestataires se sont vus refuser l'accès au nouveau terminal de croisière inauguré dimanche. À la une de la presse écrite demain, Tahiti Info titre sur ce secteur du tourisme avec cette manchette « La croisière s'envole au Whenua ». Demain matin, dans l'émission radio L'Invité Café, Corinne Tehetia recevra Voltina Dauphin, la présidente du CESEC. Elle viendra nous parler de la consultation populaire et des vœux du président aux membres du CESEC. Votre programme TV à suivre dans un instant, votre série américaine SWAT, suivie d'une autre série All Rise. Voilà,
C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Très belle nuit sur la première. À demain. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet.